Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, on fait une initiation complète à React Hook Form pour piloter facilement la communication avec la base de données. On fera un exercice pratique en partant de la documentation pour revoir les bases principales et avoir les notions fondamentales. Ensuite, on créera le composant input et on propagera notre travail pour créer nos 3 formulaires liés à l'authentification. Enfin, on apprendra à gérer les données et les erreurs retournées facilement, puis on utilisera les meilleures pratiques pour rendre notre code réutilisable. Ok, alors on a travaillé sur nos différentes pages d'authentification, donc la page de connexion, la page de forget password, la page d'inscription. Cette fois-ci, on va travailler sur notre formulaire. Alors on va pas nécessairement travailler sur la forme, je veux dire la vue du formulaire en tant que tel, mais on va plutôt commencer à introduire React Hook Form dans notre application. Donc on va déjà voir pourquoi on l'utilise et à quoi il sert. Alors, React Hook Form, c'est une bibliothèque qui est légère, qui est performante pour la gestion de formulaires avec React. En fait, elle permet de gérer l'état des formulaires de manière super simple et super efficace. En fait, elle utilise des hooks, donc React Hook Form. Ici, avec React Hook Form, on peut gérer les champs du formulaire en utilisant des fonctions JavaScript qui vont être simples à mettre en place. Ça va permettre la gestion en fait de la validation des données qui vont être saisies par l'utilisateur, de récupérer en fait les valeurs qui seront saisies du formulaire, de gérer des erreurs de validation. On va pouvoir aussi facilement personnaliser l'apparence du formulaire, d'accord ? Ça n'impacte pas forcément. Alors pourquoi nous, en tant que développeurs, on a plutôt intérêt à l'utiliser, React Hook Form ? C'est parce qu'en fait, il offre plusieurs avantages. Déjà, il est léger, il est rapide et il améliore énormément les performances d'une application. Donc si tu n'as jamais utilisé, tu verras que grâce à ça, on va pouvoir établir une logique qui va pouvoir être duplicable dans d'autres composants de la même façon. C'est vraiment super riche à utiliser. D'autant plus que c'est facile à utiliser, c'est facile à intégrer avec React, donc ça nous permet de gagner du temps lors du développement. D'accord, donc autrement dit, utiliser React Hook Form, en fait, c'est garantir la qualité des données qui vont être saisies par l'utilisateur et gagner du temps pour nous. D'accord ? Donc ici, on se trouve sur la bibliothèque de React Hook Form. On peut ici visiter Getting Started pour essayer de voir un petit peu comment il fonctionne. Tu peux aussi regarder un petit peu des démos pour rapidement arriver à comprendre un petit peu les mécaniques. Moi, de toute façon, je vais t'expliquer beaucoup de choses dans la formation. C'est normalement des choses qui vont être utiles à 99% des cas. Dans les autres cas de figure, tu pourras faire appel à la documentation pour aller rechercher une information avec un petit peu plus de précision. Mais tu vas voir que nous, on va couvrir beaucoup de cas de figure ici. Ok, donc pour installer React Hook Form, rien de plus simple. On va se rendre dans notre projet et on va installer React Hook Form. Ici, je vais juste tac, clear la console et on va installer React Hook Form. Je vais redémarrer le serveur et on sera prêt à l'utiliser. Alors dans notre projet, ici on va avoir donc des pages d'authentification qu'on a créées lors des précédentes vidéos. À l'intérieur, on va retrouver donc des modules qui sont disposés ici dans nos modules au niveau de Authentication. On va se rendre sur la page Register et ça va être l'occasion pour nous de commencer à écrire de la logique dans notre container. Alors ici, juste après, on a un petit exemple. Donc voilà comment on importe React Hook Form dans notre application. On va utiliser donc un hook qui s'appelle useForm. On va donc utiliser des fonctions ou des éléments qui ont été générés depuis ce hooks. Donc useForm va nous extraire par exemple la fonction register, handle submit, watch, form state, error, etc. pour avoir les erreurs et plus affinité. On va aussi pouvoir avoir une fonction unsubmit qui va être déclenchée, d'accord, en fonction de tout ça. Donc nous, on va tout simplement déclarer les éléments qu'on va avoir besoin. On va les propager ensuite jusqu'à notre formulaire. Et donc ici, dans notre formulaire, on va simplement utiliser la fonction handleSubmit qui est proposée par React Hook Form, ce qui signifie que au submit du formulaire, donc si tu as un bouton de type submit ici, tu vas automatiquement déclencher la fonction ici qui va être jouée, ce qui va avoir pour effet de déclencher la fonction de React Hook Form. Et React Hook Form, en fait, va de lui-même tout simplement récupérer les informations qui sont transmises dans tes états. D'accord ? Donc on va se rendre dans notre application, tout simplement, et ici on va commencer par déclarer React Hook Form. Donc on va créer une première constante, tu verras que c'est très facile à manipuler, React Hook Form. Donc on va utiliser la fonction handleSubmit
qui nous permet justement de récupérer les informations qui ont été transmises à l'intérieur de notre formulaire. Tout ça va être extrait de... Alors, ouais, si c'était ça, c'était useForm, c'était pas React useForm. Voilà, ça va nous permettre d'ailleurs de l'importer, donc on a importé useForm de React Hookform. D'ailleurs là ici, déclaré mais sa valeur n'est jamais lue, d'accord, donc on n'a pas nécessairement d'erreur. Voilà, ici donc on va le... Ah si, donc c'était bien pour ça. Donc on va jouer donc notre hooks à ce niveau-là, et on va récupérer la fonction handleSubmit. On va récupérer des fonctions, donc pour l'instant je te les liste comme ça, puis on verra chaque rôle de toute façon très en détail. On va récupérer ici formState, qui nous permet en fait de faire référence à un tableau d'erreurs, alors pas un tableau, un objet plutôt, hop. Un objet dans lequel vont être comportées toutes les erreurs. Donc à chaque fois qu'il aura défini une erreur, il la mettra ici. Nous, si on récupère erreur, on va avoir la possibilité de lister toutes les erreurs qu'on a et de les afficher correctement. On va avoir une fonction register, ici. On va avoir une fonction qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on verra par la suite, qui nous permet en fait de setter une erreur. Donc typiquement, par exemple, tu envoies ton formulaire, un mot de passe, si tu définis qu'il ne doit y avoir que 8 caractères, s'il y en a 9, bah, tu vas pouvoir effectuer une condition, et si la condition est validée, tu vas pouvoir setter une erreur en fonction d'un champ particulier. Par exemple, tu pourras dire, ben, je set une erreur sur le champ mot de passe, et du coup ici, ça va générer une erreur dans formState, et nous, il nous suffira simplement d'écouter ça pour déclencher une erreur ou afficher une erreur sur le formulaire. C'est très rapide, tu verras. On a aussi une fonction reset qu'on va utiliser, qui nous permet simplement de rafraîchir notre formulaire, c'est-à-dire si le formulaire a des données, on applique reset, il n'y a plus de données, tout disparaît, et ça nous permet de faire un reset sur notre formulaire, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est des éléments qu'on va récupérer comme ça, facilement, de React Hookform. Alors la bonne pratique pour travailler avec React Hookform est TypeScript, puisqu'il travaille aussi en symbiose avec TypeScript, on est capable de typer des informations. La bonne pratique, ça va être de définir, si tu veux, à ce niveau-là, les données qui vont être transmises à React Hookform, de manière à ce qu'on puisse tout contrôler par la suite. C'est-à-dire que, au même titre que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va lui dire précisément qu'est-ce que notre formulaire doit transmettre comme information pour qu'on n'ait pas d'erreur et qu'on ait une sécurité optimum dans notre application. Donc pour ça, on va créer en fait tout simplement donc, ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant. On va se rendre dans les types ici et on va faire un type qui sera plutôt générique, qui sera appliqué plutôt à tous nos formulaires. Donc on va utiliser un fichier qui s'appellera form.tsx et à l'intérieur, on va pouvoir exporter des interfaces qui vont définir ce que chaque formulaire est censé faire. Ici, typiquement, on va être dans le formulaire de register, donc on va l'appeler register form pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Ici, on va définir file type. Donc en gros, on parle du formulaire d'enregistrement, mais des éléments du formulaire qui sont compris à l'intérieur. D'accord ? Et ça sera le type. Donc à ce niveau-là, on va retrouver quoi? Par exemple, pour register, on va retrouver les emails, qui seront de type string ici. On va retrouver par exemple un password, c'est ce qu'on demande, qui va être de type string ici. Alors de mémoire, on avait aussi un champ, par exemple, comment nous as-tu connu, histoire de savoir un petit peu au moment où la personne s'inscrit, comment elle a découvert Coders Monkey, est-ce que c'est sur YouTube, Google, etc. On va lui demander des précisions là-dessus pour commencer à voir si nous, il faut faire, s'il faut mettre en place du marketing sur d'autres réseaux pour essayer de se faire un petit peu connaître, faire connaître un petit peu la chaîne ou le projet des Coders Monkey. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir ce champ-là. Donc ici, on va le nommer, ça sera, c'est assez innommable, on va plutôt mettre, je sais pas moi, on va mettre ça. Parce qu'il faut que ce soit court quand même et compréhensif. Oups. Here. Voilà. Mettre 2.string. Voilà. Comment nous avez-vous connu? Ça sera trois éléments qu'on va demander ici et tous seront de type string. D'accord? C'est pas plus compliqué. Moi, je vais simplement récupérer ce type qu'on vient de créer ici, donc qui s'appelle register form file type, et je vais simplement l'indiquer ici. De cette manière, hop. Je vais juste l'importer peut-être. Voilà, comme étant un type ici. De cette manière, si tu veux, React Hookform sera qu'on travaille sur ces éléments-là et qu'il sera hors de question qu'à un moment donné, si tu veux, on lui demande un téléphone ou quelque chose comme ça. Sauf si on modifie notre interface. Mais ici, l'idée, c'est de sécuriser l'ensemble. Donc, ces informations
qu'on va stocker à ce niveau-là, on va devoir les passer à la view, à la vue, d'accord? Puis, on va devoir le passer à notre composant de formulaire, puisque je te rappelle que nous, on va travailler dans le formulaire. On va isoler la logique de la vue du formulaire. Donc, on va plutôt travailler à ce niveau-là. Ok? Donc, on va passer ces informations pour que chaque composant puisse en dépendre, s'ils en ont besoin. En tout cas, nous, c'est Form qui en a besoin. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de passer props par props, on va plutôt lui passer une propriété qu'on va commencer à instaurer comme étant form, d'accord? Et on va donner plutôt donc à l'intérieur, on va lui transmettre un objet. Donc on va ouvrir ici les accolades et on va créer un objet. Dans cet objet, on va retrouver finalement tous les éléments dont vont dépendre les enfants qui vont utiliser finalement React Hook Form. Donc ici, on va passer les erreurs. Donc quand il y aura une erreur, les enfants seront au courant qu'il y a une erreur et on pourra traiter ça. On va passer également contrôle. On verra du coup son utilisation par la suite. Register. Toutes les informations qu'on a déclarées autrement dit. Handle submit ici. Donc nous, on va passer ce tableau d'objets. Ce qui nous manque, c'est surtout la fonction qui va être jouée lorsque handle submit sera exécuté, d'accord? Donc pour ce faire, nous, on va faire comme ça ici, on va se créer une fonction qu'on va appeler, je sais pas, par exemple, onSubmit. Donc lorsqu'on va déclencher le formulaire, ici, on va jouer cette fonction-là. Donc c'est une fonction qui sera asynchrone, c'est-à-dire qu'elle va faire ce traitement le temps de faire autre chose, d'accord? Elle ne s'arrêtera pas juste sur ça. Ici, on va récupérer des données, donc on va dire qu'on va les appeler par exemple form data. Ici, ça sera une fonction fléchée. Et on va jouer, par exemple, typiquement ici, on peut mettre console.o form data. D'accord? Donc si on valide le formulaire, ben, on affiche les données qu'on a capturées de form data, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le paramètre form data possède implicitement un type any. Effectivement, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement typées encore à ce stade. Donc on va définir que onSubmit ici est de type submit handler. Donc ça, c'est quelque chose qui est transmis par React Hook Form, on le voit ici, d'accord? Et à l'intérieur, en fait, parce que du coup, submit handler, si tu veux, c'est la fonction onSubmit, mais nous, on va apporter, en plus de ce type qui est existant et qui provient de React Hook Form, on va lui apporter notre type à nous, qui est register form file type, c'est-à-dire le type d'éléments qui seront compris dans notre formulaire. D'accord? C'est-à-dire ce qu'on a défini ici, pour l'instant. Email, password, how did her. Ok? De cette manière, on a donc une fonction onSubmit qui sera déclenchée et qui va justement récupérer à la fois les traitements de React Hook Form et à la fois les traitements qu'on lui aura demandé nous-mêmes. Ici, c'est une fonction asynchrone, on verra par la suite, mais on va récupérer donc les datas qui seront transmises de React Hook Form et on va simplement les console loguer. Donc du coup, dans notre formulaire, puisque du coup, le formulaire qui sera ici dans Register Form, c'est lui qui va posséder le bouton, le formulaire, donc c'est lui qui va exécuter, si tu veux, le formulaire. Donc c'est lui qui dépend de cette fonction. Donc la logique, la fonction, on l'écrit ici dans le container, mais par contre l'élément qui va la jouer, qui va la déclencher, lui est situé ailleurs. Donc pour cette raison, on va lui transmettre ici la fonction onSubmit de manière à pouvoir la jouer. Ok, alors on va rentrer dans la vue, puisqu'ici on a un petit problème, effectivement on n'a pas d'interface de créer, donc on va se créer une interface props. Interface props qu'on va définir du coup ici à ce niveau-là. Ici. Donc qu'est-ce qu'on va récupérer? Ben, on va récupérer form. Form qui est de type, tu vois, objet avec voilà, les informations qu'on a demandées à ce niveau-là. Donc comme c'est quelque chose qu'on va transmettre à chaque fois qu'on va créer un formulaire, on va éviter de se créer ici à ce niveau-là une interface qu'on va cloner dans toute notre application. Ce que je te propose, c'est qu'on en fasse un type générique. Donc on va le mettre pareil, on va le mettre ici dans form. On va d'ailleurs le mettre un tout petit peu plus haut parce que lui ici, ça sera les propriétés, donc qui seront passées à chaque fois hein, qu'on va passer un formulaire. Donc ici interface, on va l'appeler form type par exemple, form type. Ici, et donc on a dit qu'on allait retrouver donc contrôle
Alors qui sera de type any parce que c'est toujours un petit peu délicat de typer des choses qui vont être dans plusieurs contextes différents. Donc moi je conseille de mettre any. On va voir par exemple error aussi de type any. Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que le fait de travailler comme ça et d'exporter toujours cette interface fait que le jour où tu veux refactoriser, typer un petit peu mieux les choses, bah, tu peux le faire à partir d'ici. Sauf que là, on rentre dans des cas qui sont vraiment complexes et je voudrais surtout pas te noyer dans la formation pour ce genre de choses. Donc ici, on continue. isLoading, donc on aura fatalement à un moment donné une notion de loading. Donc ici, ça sera plutôt un type booléen, ça on peut l'interpréter. On va avoir donc une propriété register. D'accord, ce sera de type any. Et puis on aura handle submit de type any. Voilà. Donc cette interface là, on va l'approcher à ce niveau-là. On va l'importer. Ouais, ça y est. Et donc là, il va nous dire qu'on n'a pas la propriété isLoading. isLoading est absente. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un état. Non, on va se faire juste ça. Parce qu'en fait, je voudrais créer un hook pour ça. Donc on va juste se mettre ça ici pour pas qu'on ait de problème. Mais ça, on va le refactoriser parce que je vais créer justement un hooks qui nous permet d'avoir justement une fonction qui nous permette de faire des toggles, des booléens assez rapidement, assez facilement, plutôt que d'à chaque fois déclarer un état dans les applications. Voilà, on utilisera un hooks partout dans l'application pour faire ce genre de toggle. Genre tu passes de true à false, donc du coup c'est ce qu'on va retrouver à chaque fois qu'on va utiliser le formulaire, mais à chaque fois qu'on va avoir besoin de dire ben quand c'est là c'est false, quand c'est là c'est true, ben on utilisera une fonction en particulier plutôt que de mettre à jour des états. Donc là je le mets juste là pour faire sauter la sécurité entre guillemets, parce que sinon il va nous réclamer cette information, mais on va la traiter là et on la laisse en attente. C'est vraiment pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc une fois qu'on a transféré cette information-là, on va pouvoir retrouver notre interface props ici. Donc on va juste récupérer form ici. Et donc form, bah on va le transmettre tout simplement ici, d'accord, à notre composant de formulaire, register form, qui va lui aussi avoir cette même interface. D'accord. Donc on va sauvegarder ici et partir à ce niveau-là. Et nous, c'est plutôt ici qu'on va travailler. C'est lui qui va gérer le formulaire. D'accord. On va juste déclarer, voilà, props. Voilà. Donc à ce stade, si ici je fais un console O de forme, alors j'ai toujours mes segments breadcrumbs. Donc ça c'est ce qu'on avait mis en place ici, et effectivement j'ai oublié d'enlever le console log, je vais l'enlever. Sinon ça va être gênant pour nous. Donc à ce stade, on récupère bien form, on récupère bien le contrôle, les erreurs qui donc sont un objet vide puisque du coup il n'y a pas d'erreur. Fonction handle submit, le loading, est-ce que le formulaire est en traitement, chargement ou pas, la fonction onSubmit et register, d'accord. Donc toutes ces informations, on les possède au sein d'un objet qui s'appelle form. Pour éviter d'avoir à appeler form.isLoading, ce que je te propose, c'est qu'on fasse directement ici un destructuring. Donc on ouvre l'objet et on va renseigner toutes les propriétés qui sont demandées. On les a là. On va prendre l'ensemble des données ici. On va les mettre là. Juste séparer ça avec des virgules, et on va dire que ça c'est égal à form. Voilà. De cette manière, en fait, ça nous évite de faire un form.control, form.onSubmit, on appelle control onSubmit error, c'est plus clair dans notre code, je préfère clairement travailler comme ça. Ok, c'est parti pour une petite démonstration. Donc ici, je te rappelle qu'on va pas nécessairement utiliser de style, on va juste se mettre un petit peu en place, donc vraiment tranquillement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par faire un petit formulaire. Donc à la limite, ce qu'on peut faire même, c'est récupérer ici, voilà, cet élément-là. Hein. L'idée, c'est d'aller vite à l'essentiel pour te montrer un petit peu le fonctionnement. Sauvegarder pour reformater ça. On va prendre cet élément-là. Donc ici, tu vois que le onSubmit ici va déclencher le handle submit.
par rapport à la fonction onSubmit, qu'on a appelée comme ça, hein, mais qui est là, donc il va jouer, du coup, dès qu'on va jouer le formulaire, il va jouer FormData. Ça va être assez simple à mettre en place. Ici, on a un champ input qui a une valeur de test, d'accord. Ici, pour l'exemple, en fait, l'ID, si tu veux, du champ input, ça va être register, donc du coup, la valeur de ce champ test ici, elle sera appelée par exemple. On aura aussi exemple required. Donc par exemple, typiquement ici, on a la même chose, mais cette fois-ci, donc un élément input qui s'appelle exemple required. Et cet élément-là, par contre, on lui a apporté une validation, c'est-à-dire qu'on dit que c'est un champ requis, on l'a passé à true, ce qui signifie que si tu ne remplis pas cet élément-là, React-Hook-Form va déclencher une erreur. Et comme on écoute les erreurs à ce niveau-là, eh ben on va avoir la possibilité de loguer error.exampleRequired, parce que c'est le nom ici de input, puisqu'il a été passé dans register, et de cette manière, on apportera un élément d'erreur en indiquant une nouvelle span en disant « this file is required ». Ici, c'est simplement un champ qui nous permet de submit le formulaire. Donc on va faire un CTRL S. Ici, on voit que j'ai un premier champ. Là, j'ai un deuxième champ, donc j'ai pas de placeholder. C'est un petit peu bizarre leur truc. Je vais juste me mettre là. Je vais faire un placeholder égale test 2. Je sais pas, par exemple. Bon, du coup, c'est vraiment dommage. Il est vraiment gris sur gris, mais c'est pas grave. On voit qu'on a nos deux champs de formulaire et notre élément pour envoyer. Donc ici, avant de remplir quoi que ce soit, je vais envoyer. Déjà, je vais déclencher une erreur. Ici, on voit bien que this file is required. D'accord? C'est bien l'élément qui est ici. Comme je log mes informations, je vais regarder le traitement. Effectivement, dans mes erreurs, j'ai bien l'ID exemple required ici, qui comporte quelque chose. C'est la raison pour laquelle tout s'est déclenché à ce niveau-là. Ici, dans exemple required, j'ai bien un type, donc le type d'erreur, qui est required. J'ai pas nécessairement de message d'erreur. Je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça, mais bon, c'est qu'une démo un peu simpliste. Mais au bout du compte, c'est bien ce qu'on a affiché dans notre code. Si j'ai une erreur pour exemple required, dans ce cas-là, tu affiches ça. On a bien cette condition qui a été définie, et c'est bien ce qui s'est passé. Ben, nous, on va faire exactement la même chose, mais avec notre formulaire de traitement, à nous. Alors ensuite, si je continue et que je remplis des informations, comme par exemple Arnaud, ici, déport, je vais clear ma console et que j'envoie, je vais bien avoir form data, ici, qui va être déclenché, donc le console log, donc tu vois, on voit que c'est dans register container, hein. Ici c'est mon form de register form, mais on voit que mon register container, donc c'est-à-dire l'élément parent, d'accord, le container de mon formulaire, de ma page en fait, là où ma logique va se trouver, a bien logué quelque chose, donc j'ai bien déclenché ma fonction et tout, ici onSubmit, j'ai bien logué form data suivi de la donnée, de la valeur. Donc j'ai bien form data suivi de la valeur, exemple, Arnaud, exemple required, déport. Et donc on voit que c'est ultra simpliste à mettre en place. Si t'es chaud, je te propose qu'on démarre dès maintenant. Donc on se rend dans notre formulaire. Ici, on va nettoyer... ouais, on va tout nettoyer. Écoute, pour l'instant, on peut garder le formulaire, hein. Ici, je vais simplement enlever ce nœud parce que du coup, on est vraiment dans un truc où c'est le formulaire qui va prendre le dessus sur tout. Et puis on va y aller comme ça. Alors, je remets ça parce qu'à chaque fois il me l'enlève quand il n'y a pas grand chose. Alors on va commencer avec un champ input et puis on va voir qu'après on va justement faire un composant de design system input pour que justement tout le monde puisse utiliser un composant correctement. Ici on va simplement lui donner un type. Donc ici on va faire par exemple email. D'accord, c'est le premier élément qu'on va demander. On va avoir un placeholder. Un placeholder ici, donc qui sera de type johndoe@gmail.com. Ok. Ouais, c'est John, je l'ai écrit bizarrement là. johndoe@gmail.com, donc ça sera le placeholder. On aura forcément des class names, mais on va pas trop rentrer là-dedans, on le fera quand on créera le composant. On peut avoir une notion disabled, où justement ce qui va être intéressant, ça va être de dire, ben si tu es en chargement, d'accord, si le formulaire est en chargement ici, puisqu'on a cette propriété qui est transmise, bah dans ce cas-là, on veut que le champ devienne non cliquable, de manière à ce que quand on envoie le chargement,
toute la vue se freeze et qu'on n'ait pas la possibilité de cliquer plusieurs fois sur le bouton, ça on l'a vu, mais aussi remplir des données pour essayer de compromettre l'application. Donc ici, on rentre cette information puisque ça mange pas de pain. On va finir comme ça à ce niveau-là. Ensuite, on a vu qu'on pouvait travailler avec Register, donc Register qui va nous permettre d'enregistrer en fait les informations. Donc ici, on ouvre un objet, à l'intérieur, on fait un spread operator, on met Register, comme ça, on ouvre les parenthèses, ici on va mettre l'ID de notre champ, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc par exemple ici si on veut que la propriété de notre champ email s'appelle email, bah ici on va rentrer email. Ça sera le nom du champ. C'est ce qui va lui donner un identifiant et c'est ce qui va nous permettre de travailler avec lui, à la fois de récupérer ses données, de corriger ses données, de modifier ses données, d'afficher les erreurs de ce champ en particulier parce qu'il s'appelle email. On pourrait l'appeler autrement, hein. Là j'ai mis email, mais c'est parce que moi, à la base, la propriété, je veux qu'elle s'appelle email, c'est ce qu'on a défini ici tout simplement, d'accord? On aurait pu l'appeler n'importe comment. Hein. Ok? À ce niveau-là, on va donc récupérer email, et ici on a la possibilité de mettre, comment dire, non, juste... Je me suis gouré, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. À partir d'ici, je vais pouvoir ouvrir un objet et à l'intérieur donner en fait des éléments dans cet objet de manière indéfinie. Après, il faut regarder un petit peu au niveau de React Hook Form quel type d'erreur on peut déclencher, etc. Mais nous, on va déclencher la plus courante, c'est-à-dire required. Ici, pour nous, c'est un champ requis d'avoir l'email quand on s'enregistre, donc on va déjà commencer par faire ça. On va définir un élément required, donc qui est requis. Ici, on va lui donner une valeur. D'accord? Donc la valeur de l'erreur, c'est true, pour le coup, parce que du coup, nous, c'est requis. On pourrait mettre false si ça l'est pas. Je dis ça parce qu'en fait, on va travailler derrière sur un composant, donc c'est le genre de valeur qu'il va falloir passer en propriété, justement. À ce niveau-là, on va pouvoir mettre, par exemple, le message d'erreur. Donc tout à l'heure, il n'y en avait pas, mais ici, par exemple, on peut dire ce champ est requis, par exemple. D'accord? À partir d'ici, on peut également mettre un autocomplete. Moi, j'aime bien faire ça parce que souvent, tu as des autocomplétions qui sont barbantes. Dans le cas de figure d'un champ email et d'un champ mot de passe, de toute façon, le navigateur te propose quelque chose. Mais c'est toujours bien de soit proposer, soit ne pas proposer, en tout cas d'avoir le contrôle sur l'autocomplete pour éviter que les gens se retrouvent avec des résultats qui sont pas forcément les bons. Donc ici par exemple on peut mettre autocomplete off, mais on verra qu'on va pouvoir variabiliser ça. D'accord? Donc là ici je me retrouve avec un élément input email, je me retrouve avec un élément par exemple mot de passe. Donc ici ça sera de type password. Entre ton mot de passe par exemple. Ici on va l'appeler password. Ce champ est requis, on peut garder la suite. Voilà. Et après, ici, on va avoir plutôt... donc, ça sera un type texte qui aura plutôt cette information-là à ce niveau-là. Donc ici, je vais passer un type texte. Ici, ça sera comment nous avez-vous connu, enfin, t'as compris. Ici. Et ça sera le nom du champ. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, j'ai trois champs input qui me permettent de renseigner ces informations ici à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai pas d'élément déclencheur. Donc, pour avoir un élément déclencheur, il va falloir que j'ai un button à ce niveau-là, un bouton. Donc, ce bouton, je peux lui passer la propriété, par exemple, isLoading, puisqu'on l'a. isLoading. Et on va lui dire qu'il est de type, par exemple, ici, submit. C'est pas un bouton comme d'habitude, ici. Ici, ça sera le bouton, ça sera s'inscrire. D'accord? Donc l'idée, en fait, c'est que notre bouton, pour la première fois, il ne déclenche pas nécessairement un lien, que ce soit externe ou interne, mais plutôt un élément de formulaire. Donc ici, il va me dire, le bouton est introuvable, ça c'est normal, mais quand il l'aura trouvé, voilà, je l'ai importé, il va me dire, mais attends, ça n'existe pas. Effectivement, on n'a pas généré ce genre de choses à l'intérieur de notre design system pour l'instant. On va le mettre en place tout de suite, ça va nous prendre quelques secondes. Donc à ce niveau-là, on va lui renseigner une propriété type. Le type ici sera une valeur optionnelle
qui sera soit de type button, d'accord, c'est un simple bouton, ok, soit il est de type submit. D'accord? Et s'il est de type submit, justement, il va falloir qu'on fasse quelque chose dans notre application pour éviter qu'on déclenche un lien et qu'il déclenche bien le formulaire. C'est-à-dire qu'il va falloir que le formulaire détecte qu'à l'intérieur de ce formulaire, il y a un bouton, puisque finalement c'est ce qu'on a. Ici, notre bouton, il est compris dans un formulaire, donc si ce bouton est de type submit, cet élément, de toute façon, il va jouer l'élément qui sera de type submit dans ce formulaire, contenu dans ce formulaire, va automatiquement déclencher onSubmit en fait au clic, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on fait ça. Ici donc, on a notre type qu'on peut rapatrier à ce niveau-là. Et par défaut, ce qu'on va lui dire, c'est que nous, on veut un type button, puisque c'est exactement ce qu'on a dans notre application. Nous, on a déjà utilisé des boutons comme des boutons, donc on veut que leur type soit des boutons. D'accord? Par contre, si tu déclenches, si tu définis que c'est un type submit, ici, il pourra modifier cette propriété-là. Donc quand on revient ici, on peut fermer à ce niveau-là pour avoir plus de visibilité. Ici, on a un bouton, on a le contenu du bouton. Ici, on a une fonction qui est jouée au clic, par exemple. Ici, on a l'élément du bouton, donc c'est plutôt le corps. Et on voit qu'ici, on a un type button, voilà, mis en dur à ce niveau-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cette valeur-là par notre valeur. Puis comme c'est un type button par défaut, tout va bien. Ici, on va remplacer le type de cette manière. Dès lors qu'on va définir ici que notre bouton est de type submit, ben, on va pouvoir déclencher ça. D'accord? On va regarder, effectivement, si je fais ça, je vais faire comme ça. Tac, bah là il va me générer des erreurs. Donc ici, on voit que ma fonction de onSubmit ici n'a pas été jouée, ici, à ce niveau-là. D'accord? Elle n'a pas été jouée parce que justement il y a des erreurs. Si je reprends les erreurs, je vais bien retrouver une erreur pour chacun des éléments. Donc chacun des champs ici est en erreur, puisqu'ils sont requis, donc qui n'ont pas été définis. Mais on voit bien que le formulaire a détecté que j'avais appuyé sur ce bouton-là. Donc si par exemple, je fais ici coders monkeys, bah, par exemple, tiens, je vais faire comme ça. Ici, je mets un mot de passe. Ici, je mets une information. Je vais vider ça. Si je déclenche mon formulaire comme ça, ici, comme j'ai indiqué que c'était un champ de type email, il va me dire qu'il n'a pas été formaté correctement. Donc ça, c'est pas React Hook Form qui le fait, hein, c'est le navigateur. Mais si je remplis donc toutes les informations et correctement, on voit bien qu'il y a un déclenchement de form data ici. Form data, ici, il est logué. Donc il a bien remarqué ici que j'avais email. Alors là, ici, c'est parce que tout à l'heure, j'avais fait ça. Bah, au pire, je peux le refaire. Si, il faudrait juste que je recharge ma page, en fait. Mes états sont compromis à cause de ce que j'ai fait tout à l'heure. On va faire comme ça. Et ici, on voit bien que les informations ont été traitées. Donc c'est bien ce qu'on cherche. Ici, on a la possibilité de mettre autant de champs qu'on veut. Et puis ces informations seront retransmises. On a la possibilité également de définir des erreurs. Donc nous, on va compléter ça et on va aller de plus en plus loin. Donc par rapport à la maquette, simplement, tu vois qu'ici, on a déjà un bouton qui est censé prendre toute la taille. Or là, c'est pas le cas puisque nous, on n'a pas fait ça, ce genre de choses dans le design system. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transmettre à ce bouton une nouvelle propriété qui va s'appeler full width, par exemple. Cette propriété ici, dans notre bouton, elle va avoir une valeur de type booléen. On va la mettre en place dès maintenant. Comme ça, on n'aura plus besoin de revenir sur les éléments du bouton. Oups. Ici, full width, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire. Par défaut, tu peux définir qu'elle vaut false. Mais par défaut, si tu la rentres pas, en fait, elle est false. D'accord? Donc comme on l'utilise jamais, forcément tous nos boutons ne vont pas se modifier. Par contre, si tu rentres la propriété full width, ça va passer sur true, et là on pourra faire quelque chose. Donc on peut retourner dans notre élément à ce niveau-là. Ici, on a, tu vois, par exemple, isLoading, on veut un curseur weight, par exemple. Bah ici, on peut faire la même chose. Si on a full width, dans ce cas-là, on va appliquer une classe weight full. Oui, full plutôt. Ok? De cette manière, si tu renseignes la propriété à ce niveau-là, l'élément va passer, l'élément de bouton, pardon, hop,
l'élément de bouton va passer en bloquant, donc à la ligne, et il va prendre toute la taille. D'accord? Donc ça nous permet de designer rapidement cet élément-là, puisque derrière, nous, on va s'occuper de traiter maintenant les champs input. Donc les champs input, on va les formater comme ça en tant que design system, et on va leur passer finalement des informations qu'on va avoir besoin de récupérer un petit peu comme ça à la volée. Ça va nous permettre aussi de travailler un petit peu sur une dynamique de classe en fonction de s'il y a des erreurs, voilà, qu'est-ce qu'on affiche, est-ce qu'on met une bordure un peu rouge, des choses un petit peu comme ça, pour que notre champ input soit capable de réagir, et puis on remplacera ce code-là par notre nouveau composant, et on sera plutôt pas mal. Ici, on peut fermer bouton, on peut fermer le form, et puis on va créer donc un élément de design system. Alors, dans notre design system, qui sont là d'ailleurs, on peut peut-être fermer un petit peu pour faire un petit peu de la place, ici. Dans notre design system, on va créer un dossier qui s'appellera form, donc ça sera tous nos éléments de formulaire, parce qu'il y en aura d'autres, il peut y avoir des cases à cocher, des boutons radio, il peut y avoir des textes aria et d'autres. Donc du coup ici, on va se mettre dans un dossier form pour les ranger proprement, et on va tout de suite commencer par le champ qu'on va traiter maintenant, c'est-à-dire input.tsx. D'accord? Donc on va se faire cet élément de design system dès maintenant. On va donc commencer par l'exporter, créer une constante qui sera de type, enfin qui s'appellera input, qui aura des propriétés, ça c'est sûr, et on va return un élément input. Donc notre élément input, pour l'instant, on peut copier ça pour CD. Ça, on va le supprimer. C'était vraiment pour la démonstration. Et on va le mettre à ce niveau-là. D'accord ? Donc ici, on a déjà des valeurs qui vont commencer un petit peu à rentrer en conflit, ce qui est normal, parce qu'on s'attend à avoir des propriétés. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite liste exhaustive des types de propriétés qu'on va avoir besoin de réunir. Donc dans cette interface, on va retrouver isLoading, ce sera de type booléen. Comme ça, on envoie l'information à notre élément, si on charge ou pas, comme ça on fait quelque chose. On aura un placeholder, ici, qui sera de type string. On aura un type de formulaire, qui dans notre cas sera optionnel, puisque du coup par défaut on aura quelque chose de type texte par exemple, c'est vraiment le plus commun. On aura donc l'élément texte. On sait qu'on va avoir dans notre cas là, en tout cas dans le cas de l'authentification de manière générale, parce que par la suite on pourra implémenter ça, mais ici on va avoir trois types. On va avoir un type texte, un type email, un type password, et puis par la suite on pourra avoir un type color, un type href, enfin URL, enfin t'as compris quoi. Donc ici on viendra implémenter si on a un besoin fort à ce niveau-là. À partir d'ici, on va retrouver donc register, notre fameux register qui va être défini ici, qui va nous permettre en fait d'enregistrer les informations qui sont transmises dans les états. Donc tu vois que c'est ultra simple, en plus t'as pas besoin de créer des states, de mettre à jour les states en fonction de handle submit, etc. Tu vois, c'est React Hook Form traite tout ça, toi tu travailles juste sur ta logique, c'est à ce niveau-là que ça nous fait gagner un temps phénoménal. Hein. Ici, on va déclencher donc des erreurs dans le formulaire, puisqu'il va falloir qu'on soit capable de dire, bah, si tu as une erreur dans ce champ-là précisément, je veux une bordure rouge, un texte rouge, voire même une erreur qui se déclenche sous le champ input, etc., qui est un message d'erreur. Donc on va récupérer error. On peut récupérer error, par exemple message, comme ça on définit le message d'erreur à ce niveau-là, ou pas, c'est si on a besoin d'implémenter un message d'erreur typiquement. Bon, on verra qu'on s'en servira et on verra comment s'en servir. Ensuite, on va définir nous ce qu'on va appeler un ID, ce sera de type string, mais typiquement c'est quoi l'ID? Bah, ça va être justement ce qu'on va mettre à ce niveau-là. Tu vois, ici email, ça va être, parce que là ici ça ressemble à la même chose, mais c'est parce que c'est un type de champ email, mais ça n'a rien à voir. Ici on l'a appelé email, ça sera l'ID, donc cet ID il va être dynamique, donc il va falloir qu'on le définisse quand on va traiter, quand on va commencer justement à travailler avec le champ input. Dès qu'on va le déclencher, on va lui donner tout un tas de propriétés, notamment l'ID. Ici on peut lui passer une propriété qui sera optionnelle, de type booléen, qui sera donc est-ce que ce champ il est requis ou pas. D'accord ? J'ai fait l'inverse. De cette manière, on lui dit est-ce que le champ est requis. Et puis ici, par exemple, on peut lui dire est-ce que tu es en auto-completed, par exemple. D'accord ? Is auto-completed. Hop, ça nous permet de mettre un booléen ici. Ça, c'est juste pour dire bah, si tu es complet en auto-complétion,
Si tu es validé, bah, je te mets à on, sinon je te mets à off. Ça permet de désactiver l'autocomplétion si on a ce besoin dans notre projet. Ok ? Donc toutes ces propriétés-là, on va les amener ici dans la déclaration, à ce niveau-là. Donc on va ouvrir un objet qui va être donc défini par rapport à cette nouvelle interface. Et à l'intérieur, on va rentrer ces éléments-là. On va séparer ça avec une virgule. Voilà. À ce niveau-là, il y a effectivement certaines données, par exemple, je pense à lui. Ici, par exemple, qui par défaut sera de type texte. Comme ça, on n'a pas besoin de renseigner ce type de choses. Et puis, on pourra avoir un error message, ici, qui peut être renseigné. Par exemple, si on ne définit pas, ça peut être, par exemple, tu dois renseigner ce champ. Ou une erreur de type générique, tu vois, genre par exemple, il y a une erreur, tu peux mettre ce que tu veux ici. D'accord ? Donc, est-ce qu'il est requis, disons que par définition, en fait, par défaut, pas par définition, par défaut, on va dire qu'il est requis. Là, par contre, je me fixe vraiment par rapport à la maquette. C'est-à-dire que quand on regarde, alors c'est pas là, c'est ici. Quand on regarde la maquette, bon, déjà, on sait que ces 3 champs sont requis, ça c'est sûr. Ce champ-là est requis, tu peux pas récupérer ton mot de passe sans dire ça. Ces 2 champs sont requis également. D'accord ? Donc après, on a d'autres formulaires dans l'application. On va avoir la possibilité, par exemple, de publier un projet. Bon, il y a de fortes probabilités pour qu'ici, tout soit requis. Enfin, peut-être pas ça, mais au moins ces éléments-là. Finalement, ce qui va pas être requis, ça va peut-être ce qu'on va retrouver au niveau du onboarding. Finalement, ces 3 qu'il y a ici. Donc, si tu veux, en majorité, dans la majeure partie des cas, puisque ici, par exemple, le message sera requis. Dans la majeure partie des cas, nous, on a des champs qui sont requis, donc on va plutôt valider ça comme ça. Ok ? Et isAutoComplete, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le valider sur false. C'est-à-dire que par défaut, on veut quelque chose qui ne soit pas en autocomplétion. C'est juste, si on a besoin d'autocomplétion, alors on le définira à proprement dans le code. Ça me paraît plus sympa de faire comme ça. Avant de passer au style, on va définir les informations correctement. Donc ici, par exemple, le type va venir de type. Le placeholder va venir ici de placeholder. Le class name, on va lui mettre un élément CLSX, pardon, ça nous permettra ici de travailler sur des choses dynamiquement, d'accord ? Disable, donc qui fait référence à isLoading, ça c'est parfait. Register, ici, on va plutôt aller chercher la propriété qui a été définie comme étant ID. La valeur de si c'est requis ou non, je te rappelle qu'ici on a une propriété, donc on va pas le définir en dur, si on va faire référence à ça. Donc par défaut c'est requis, sinon non. Et puis ici on a un message d'erreur, error message, qu'on va placer à ce niveau-là, dynamiquement. Autocomplete, pareil. Bon, la différence d'autocomplete, c'est qu'ici il va falloir tester si c'est en autocomplete. Donc ici on va se mettre plutôt comme ça. On va dire que si c'est isAutoCompleted vaut true, dans ce cas-là, on va plutôt définir on. J'ai un petit... Tac, tac. Sinon, ça sera off. Déjà, notre formulaire, au niveau de son style, donc il va avoir au moins une classe par défaut, c'est que déjà, on va demander au formulaire d'être en waitful. Donc ça, c'est pareil que pour le composant box qu'on avait créé. Par défaut, en fait, le champ input, on veut qu'il prenne toute la taille disponible, et si on a besoin d'agir sur sa taille, d'en faire des grilles, etc., c'est l'élément qui va l'utiliser, qui le définira ça dans ses containers. Ici, on va simplement donner un petit peu de padding. Donc, on va passer sur un padding 4, histoire d'avoir un petit padding. Ici, on a une fonte qui est plutôt light au niveau de la maquette. Donc, on va utiliser font light. On a un border. Donc, on verra que les bordures, on n'est pas nécessairement obligé de définir la couleur à ce niveau-là. On peut dire, par exemple, s'il y a une erreur, je veux une bordure rouge. Sinon, je veux une bordure grise, etc. D'accord ? Donc, ici, on va déjà commencer par lui mettre un border gray de 300 par exemple, et puis on le déplacera dans notre logique au fur et à mesure. Ensuite on a un rounded, on va déclencher un focus, on va déjà essayer d'annuler le focus du navigateur pour essayer de styliser le nôtre en fait. Donc focus outline node, on va définir la valeur du focus, donc ce sera de taille 1, donc ring 1, et puis ensuite on va définir la couleur de notre focus, donc 2 points, ça sera un ring
tac, 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 primary. Je vais sélectionner celui-là. De manière à avoir un focus primary quand on va sélectionner le champ de formulaire pour qu'on détecte que le champ a bien été sélectionné. D'accord? Je vais même mettre ici un peu plus important. Ok? Bon, une fois qu'on a ça, on va continuer de travailler ici, mais on va déjà commencer à l'injecter à ce niveau-là pour essayer de déclencher les choses. Donc ici, on va faire appel à notre élément de design system, du coup, qui s'appelle input. Alors par contre, c'est une balise unique fermante. Donc ici, on a des choses à renseigner qui sont obligatoires. D'accord? Donc on va renseigner finalement toutes ces informations-là. On va prendre ça comme ça, pour retravailler la base. Donc isLoading, ici, il fera référence à isLoading ici. Donc on lui passe la propriété. Le placeholder ici sera égal à... C'était quoi déjà? Ah oui, John. Alors... on donne notre placeholder. Ici, on sera dans un type qui sera email. Voilà. Ensuite, register fait référence au register transmis de React Hook Form. Donc on lui transmet simplement l'information, la donnée. Error, pareil, au même titre. On lui passe l'objet des erreurs, comme ça, lui, il s'occupera de savoir si ça correspond avec l'ID. Ici, comme message d'erreur, franchement, pour l'instant, c'est pas trop le souci. On va juste faire comme ça. On verra ça par la suite, les erreurs. L'ID, donc c'est comment va s'appeler ce champ de formulaire. Donc, du coup, si tu as compris ici, comme l'ID, on va le retransmettre directement dans Register, c'est important de lui donner la vraie valeur que tu attends, toi, derrière. Parce que nous, je te rappelle, quand on est dans le container, ici, on a défini des choses. Ici, on a défini qu'il s'appellerait email, d'accord? Donc, c'est hyper important ici que tu réserves, que tu gardes cette syntaxe-là, puisque du coup, le nom de ta valeur, à la fin, que tu vas récupérer dans ton objet, doit s'appeler email. Ici, si tu lui définis que c'est requis, ben, il sera requis, mais nous, pour le coup, c'est une valeur par défaut, on peut l'enlever. Et ici, est-ce qu'on veut que ce soit autocomplete? On peut lui mettre non. Donc on va lui mettre non. On va lui mettre pas d'autocomplétion. D'accord? Je crois que par défaut, en plus, je dis un peu des bêtises parce que autocomplete false, donc ici, on n'a tout simplement pas besoin de le dire. Voilà. On se retrouve avec un élément de formulaire. Et on va voir un petit peu du coup comment ça marche. Donc effectivement on a notre élément, d'ailleurs on a le focus là qui se fait bien à ce niveau ici, on a un élément qui a été pré-rempli, on voit que j'ai un placeholder qui est juste en bas, qui est peut-être par contre un tout petit peu trop gris je trouve. C'est normal, j'ai pas défini de placeholder ici. Donc on peut y aller comme ça. On peut faire un placeholder ici qui sera plutôt gray. Ici on va aller chercher plutôt un gray 600. Voilà, c'est quand même un peu plus sympa. D'accord? Donc on voit qu'on a le placeholder, on voit qu'on peut renseigner quelque chose, coders. Si je mets ça, il a bien géré le type, donc il est bien capable de me dire qu'effectivement il n'y a pas l'information, l'email est mal formaté. Et si je l'envoie, boum, j'ai form data avec email et la valeur. Donc tu vois que c'est ultra simple. Donc si je fais la même chose désormais pour password, et alors ici c'est encore une fois c'est parce qu'il est perverti, normalement je devrais pas avoir ces données là, mais si je fais la même chose ici, je vais avoir la possibilité d'avoir ces deux autres valeurs. Donc on va le mettre en place dès maintenant parce qu'on voit que c'est super simple, super rapide à appréhender. Donc on va se prendre cet élément là, on va se dupliquer ici comme ça. Donc ici j'ai password, d'accord, ça c'est le type. Mais pour le coup, c'est l'ID aussi, password. Ici, on peut... on va mettre ce que dit la maquette. Ouais, on va mettre ça. Donc ici, mot de passe. Ça sera pour... Ah, je n'ai pas pris ce qu'il fallait là. Ouais, je me suis un peu gouré. Je vais prendre ça. Comme ça me permet d'avoir l'élément ici de placeholder, mot de passe. Donc, pour l'instant, on ne gère pas l'erreur, c'est pas très important. Et ici, donc, on a cette fameuse valeur qu'on va retrouver ici, how did here. Donc, on va mettre
en ID à ce niveau-là. Ici, ça sera un type texte, mais on l'a dit, un type texte par défaut. Donc on peut le supprimer. Ici, le placeholder, c'est comment nous as-tu connu. Donc on le met là. On peut supprimer ce formatage. Et on est pas mal. Avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le formulaire ici. On va lui donner une petite classe pour espacer un petit peu tout ça. Donc on va se mettre avec un petit padding top 8, padding bottom 5. Et puis on va se mettre un space Y, donc sur le haut et le bas, histoire d'espacer en fait chacun des éléments du formulaire, d'accord? Mais bon, tu vois que rajouter un élément de formulaire à ce stade, c'est ultra simpliste. D'ailleurs, tu le verras parce que quand on va avoir besoin de faire la même chose dans la connexion et dans la récupération d'un mot de passe, c'est brutal tellement ça va vite, d'accord? Ici, on prend du temps parce qu'en fait, on est sur un projet from scratch et on décompose tout. Et donc, on doit créer des composants de type input. Donc, du coup, ça nous fait un travail supplémentaire. Mais une fois qu'on l'a fait, ce travail, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et encore une fois, tu vois ici que notre composant ici ne regroupe que le formulaire. Notre vue regroupe que les informations de la vue. Et notre container que les informations de la logique. Donc c'est plutôt cool de travailler sur ce cas de figure-là. D'accord ? Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir sauvegarder, regarder un petit peu ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant. Je vais actualiser ma page. Donc ici, j'ai pas d'informations de renseigner et on voit la tronche du formulaire là tant qu'il est vide et tout fonctionne très bien, d'accord? Donc j'ai pas nécessairement d'erreur à ce niveau-là, tout va bien. Ici, je m'inscris, il va me sélectionner, donc tu vois, grâce au focus, l'élément et il va me dire en fait qu'ici j'ai des erreurs, sauf que nous on traite pas les erreurs, donc il va falloir qu'on le traite. D'accord? Mais si je prends l'information ici, que je mets une adresse, un mot de passe à ce niveau-là, et ici une information comment nous avez-vous connu, et que j'envoie, j'ai bien envoyé le formulaire, tout va bien. Toutes les informations ont été retransmises en un clin d'œil. Pour moi, c'est nickel. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite gestion des erreurs à ce niveau-là. Donc on va rentrer dans notre formulaire de type input, ici, et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut traiter les erreurs, disons, facilement. Donc je te rappelle qu'ici, quand on est là, on peut loguer error. D'accord? Error qui va provenir ici, si je l'écris correctement par contre, qui va provenir ici de la propriété qui est définie à ce niveau-là. Donc si je fais ça et que je crée une erreur, je vais définir error. Et là, il va me dire que email est en erreur, password est en erreur, auditHair est en erreur. Évidemment, c'est tous des éléments qui sont requis, donc j'ai une erreur et un message d'erreur qui a été assigné, qui a été défini. Il faut savoir que moi, je peux aller plus loin, je peux demander par exemple, ici, error, point, et email par exemple. Si je fais ça, je vais récupérer uniquement les erreurs d'email. Ok ? Si je déclenche une erreur, il va me dire, ici, j'ai une erreur, mais qui concerne uniquement email. D'accord ? Ok ? Donc à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que ce que je peux faire ici, c'est plutôt que de lui mettre une valeur en dur, parce qu'ici on est dans quelque chose de dynamique, c'est que je peux lui faire ça par exemple. Ça, et je veux l'ID. Puisque du coup l'ID correspond à register, donc si je lui mets error.id, étant donné que ça a été défini, il va automatiquement me sortir l'erreur précisément de cet élément-là quand on est en train de boucler à l'intérieur. Donc là je déclenche des erreurs, donc on voit que erreur là ici ça vaut undefined, et si je fais ça en fait il va me déclencher les bonnes erreurs à chaque fois pour chacun des champs. Donc on va garder cette logique-là, et nous ce qu'on va dire c'est, si à ce niveau-là, ici, si tu détectes l'erreur qui provient de cet ID-là, ok ? Donc si error ID existe, donc en gros ici par exemple on travaille sur l'email, si error.email existe, et uniquement si error email existe, dans ce cas-là ce que je veux que tu fasses, c'est plutôt ça. S'il n'y a pas d'erreur, tu me fais plutôt ça. Donc en gros l'idée, tu l'as compris, c'est simplement de lui dire, par exemple tiens le placeholder, on l'avait ici, placeholder ici, on dit s'il n'y a pas d'erreur, on veut un placeholder basique, en grès. Sinon, on va vouloir plutôt du rouge. Alors, le rouge, c'est pas forcément quelque chose qu'on a mis dans l'application, donc il faut qu'on fasse un petit aparté au niveau de Tailwind config, tu vois, au niveau des couleurs. Ici, on n'a pas nécessairement donné ce genre de choses. Donc, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est se mettre juste là, ça prend 2 secondes. On va créer un objet qui s'appellera alert,
dans lequel on va avoir en fait les 3 couleurs primaires qu'on n'a jamais initialisées jusqu'à maintenant. Donc notamment par exemple danger, ça sera la couleur de danger, la couleur rouge. Non. Ici on aura par exemple success. On pourra retrouver warning. Et plus c'est affinité, hein, si on a besoin. Mais nous, c'est ce qu'on a besoin sous la main. Si je reprends en fait le design system, hein, c'est pas quelque chose que j'invente là. C'est juste quelque chose qui est ici et qu'on n'a pas nécessairement travaillé jusqu'à maintenant. Tac tac. Attends, comment est-ce que je peux récupérer? Voilà, ça y est. Ouais, ici par exemple, on voit que danger, c'est plutôt cette couleur là. Donc c'est ce code couleur qu'on va mettre en place. Ici, on va retrouver la valeur de success. Donc on va la prendre dès maintenant. Comme ça sera fait ici au fur et à mesure. Parce que si on fait tout d'un coup, au bout d'un moment, on se lasse en fait. Il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse sur d'autres choses. Ça nous permet de voir d'autres choses, mais des fois comme ça, il faut faire un petit aparté. On n'a pas trop le choix. Hein. Ici, on va déclarer warning. Donc comme ça, on a des alertes et on a la possibilité d'appeler comme on appellerait Gray 400. Ici, on va appeler alerte danger, alerte success, alerte warning. Comme ça, on est sûr d'avoir un code couleur par rapport à ça. Tu vois que c'est très rapide, c'est hyper puissant avec Tailwind. Donc on va pas se priver. Donc tu vois ici, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est demander à ce niveau-là, on va demander un placeholder. Je vais juste faire comme ça pour te montrer qu'il me le retrouve. De type alerte, d'accord, tiret, danger, success ou warning. Pour nous, ça sera danger. De cette manière, en fait, si, par exemple, le champ est requis, à la base, on est censé avoir un placeholder gris, parce que sinon, on écrit en gray, c'est plutôt noir. Donc, si on n'a pas rempli, il va nous mettre une erreur, il va nous mettre le placeholder en rouge. Du coup, visuellement, on va comprendre qu'il y a une erreur avec le champ. Par contre, si le champ a été rempli, et que c'est nous qui avons seté une erreur, par exemple, par la suite, on pourra par exemple dire, parce que du coup avec Firebase t'es obligé d'avoir au minimum 6 caractères dans ton mot de passe, en fait c'est une obligation, donc si t'en as pas 6 ça va déclencher une erreur, il faudra qu'on la déclenche. Lorsqu'on va la déclencher, si la personne a déjà mis du texte, on va pas le voir puisque le placeholder aura disparu, donc du coup ici on va simplement définir une valeur de texte en disant texte alerte danger, d'accord. Donc tu passes soit le texte soit le placeholder, dans tous les cas s'il y a quelque chose d'informé, ça passera en rouge quoi qu'il en soit en fait. Ok, on va faire ça. De cette manière, ici, on a bien une gestion de l'erreur. Donc si je rafraîchis ma page, ici, il n'y a pas nécessairement d'erreur. Si je mets par exemple une adresse email valide, ici que je remplis ce champ, mais que j'oublie de remplir celui-là, il va me mettre que celui-là a une erreur. D'accord? Alors on peut aller plus loin et afficher carrément l'erreur. Ça c'est intéressant à faire. Donc on va se mettre juste après notre élément de type input ici. Alors là par contre on va avoir un petit problème parce que du coup il va pas aimer ici, il va falloir qu'on soit dans un nœud. On va se mettre une div ici. Parce qu'ici, il faut qu'on ait un seul nœud dans le return 1, sinon il n'acceptera pas. Donc on va se mettre là, on a vu comment on déclenchait une erreur, comment on pouvait appeler l'erreur. Donc là, ici, on va tout simplement dire, si tu as une erreur en fonction de l'ID, tu fais quelque chose, sinon tu fais rien déjà. De cette manière, ce qu'on va mettre ici ne sera jamais affiché s'il n'y a pas d'erreur. Et va apparaître s'il y en a une. Donc typographie. On va lui mettre une variante, là on va faire quelque chose de petit, limite je crois que le plus petit qu'on a c'est caption 4, donc on va faire comme ça, directement. Le composant ça sera une div parce qu'on voudrait quelque chose qui soit bloquant plus ou moins, d'accord, qui soit à la ligne. Le thème, du coup tu l'auras compris, hein, ça va être ici danger, donc ici il va falloir forcément qu'on le paramètre, puisque dans notre composant typographie on n'a pas nécessairement prévu d'afficher un thème rouge par exemple. Donc on va faire ça. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Plutôt que de mettre une valeur en dur, on va aller chercher errors ID. Ici, on va faire référence dans notre objet error à l'ID qui a été transmis. On va définir ici un point d'interrogation, parce que s'il n'existe pas, il ne faudrait pas que ça queen. Et ici, on va définir le message. D'accord? Comme ça, le message qui a été défini à ce niveau-là, error message, d'accord? Celui qui a été défini à ce niveau-là, du coup, va être envoyé à ce niveau ici. On va juste changer, donc apporter la différence, enfin la modification à notre typographie. Donc ici, on va avoir danger. On peut avoir un nouveau thème qui s'appellera success et un nouveau thème qui pourra s'appeler warning, enfin, qui va s'appeler en fait. Hein. Voilà.
Donc ici, on va travailler essentiellement sur le thème, donc pas sur la variation du style, d'accord, uniquement sur le thème. Ici, on a du noir, du gris, on a du blanc, du primary, du secondary. On va continuer le travail à ce niveau-là. Donc ici, on va avoir danger, success et warning. Et ces éléments-là, ici, texte, alerte, c'est danger. Danger. Texte, alerte, success. Texte, alerte, warning. Bon, on le fait pour les trois, hein, ça évitera qu'on soit dérangé à chaque fois pour ce genre de truc quand on a un petit besoin. À partir de là, c'est bon. D'accord, on modifie juste la couleur. Donc cette fois-ci, il accepte le thème danger, et c'est bon pour nous. D'accord? Donc on va afficher en rouge, en petit, on va afficher le message d'erreur qui a été défini à la base dans le composant, ou celui qui a été fait par défaut si c'est pas fait. Ok, on se remet ici à ce niveau-là, on déclenche des erreurs. Ici, j'ai bien une erreur qui a été déclenchée, qui est visuelle, d'accord? On est capable de visualiser qu'il y a une erreur parce qu'il y a du rouge. Si j'avais renseigné quelque chose, par exemple, mais que typiquement, là pour le coup ça va pas marcher du coup. Bon, je te montrerai plus tard, mais du coup l'erreur ici va être rouge. Là ici je peux pas le matérialiser. On va juste mettre un petit peu de marge à ce niveau-là parce que c'est un petit peu trop collé, je trouve. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre dans le code. À ce niveau-là, ici, dans le nœud parent, on va lui mettre un space Y2. Voilà, histoire d'espacer en fait chacun des nœuds qu'on va retrouver ici dans celui-là. Hein. À chaque fois, un petit espace. Voilà, ça nous permet d'avoir un espace ici et de générer du coup l'erreur visuelle. Ok, il ne reste vraiment pas grand-chose. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire moi dans les composants de type formulaire. Donc on va le faire ici. Pour l'instant, on n'a pas fait notre hooks à ce niveau-là. On le fera sûrement au prochain épisode. Même direct au prochain épisode, je pense qu'on va commencer par là. Donc on va se générer, tant pis, un state rapide. Donc on va faire un isLoading. Même si ça, c'est quelque chose qu'on va refactoriser, t'as compris. Set isLoading. D'accord? Je vais juste faire comme ça. Par convention, égale, ici on va faire référence à useState, donc qui provient de React. Ici on va juste lui dire quel type c'est un type booléen, d'accord, et on va mettre une valeur par défaut de false. Oula, pas ce que je voulais faire. Non plus. C'est bon. D'accord? Donc là, on génère un petit état, mais tu verras qu'on fera un hooks, qu'on refactorisera ça. Ici, l'idée, c'est simplement de valider quelque chose. Donc ici, isLoading, c'était la propriété qu'on passe là. Donc on va volontairement la passer à true. Et on va voir ce qui se passe. Donc notre bouton, normalement, est censé se mettre en forme, puisque ça, on a travaillé dessus. Ok? Donc, comme on a travaillé dessus, on a un élément qui va se mettre, si tu veux, de lui-même en loading. Et ici, tu vois, on a des champs de formulaire qui ne sont plus cliquables. On ne peut plus les pratiquer puisqu'on a défini que si on était en chargement, alors il fallait qu'on soit en disabled. Comme on a un style par défaut sur des champs input d'avoir une petite matière grise ici, en plus c'est bien matérialisé. Et moi j'aime bien ce genre de choses parce que du coup quand tu déclenches ton formulaire, et bah du coup tu passes en chargement, et tant que tu es en chargement, on ne peut plus rien faire. Et ça, moi ça me plaît beaucoup. On va juste transmettre une information ici en cas de chargement, c'est-à-dire qu'on va juste afficher un simple curseur, hein. Ça prend 2 secondes. Ici, on va simplement dire isLoading. D'accord? Si tu es en chargement, je veux ici que tu m'affiches un curseur de type NotAllowed. Ok? Ça, c'est vraiment souci du détail, mais c'est bien informé d'ailleurs aux gens. D'ailleurs, on serait même pas obligé de mettre ce truc de chargement. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. C'était juste pour montrer d'éclat, je crois que j'avais fait ça pour ça. Mais en vérité, c'est pas un truc que j'aime beaucoup là, ici. Ici, moi, j'aime bien le NotAllowed. C'est surtout pour te montrer, je crois, à l'époque, qu'il y avait pas mal de curseurs qui existaient, qu'on pouvait vraiment tout faire, quoi. Mais voilà, moi j'aime bien quand on a ce type de choses au bouton. D'accord? Du coup, on a un truc qui fonctionne vraiment bien. Donc tu vois qu'ici, maintenant, il nous suffit simplement en fait de dupliquer cette logique. Donc là, si je ferme ici, on n'a plus besoin de travailler à ce niveau-là. Je vais simplement déloguer l'erreur. Ici, je regarde si j'ai rien d'autre.
Voilà. Notre composant de design system, il est là, il fonctionne très bien, il est facilement utilisable, on a simplement besoin de lui donner ça. Donc finalement, nous, dans nos formulaires de l'application... Alors attends, ça par contre, j'avais pas prévu de le passer nécessairement ici. Pourquoi il se retrouve le contrôle? Parce que j'avais pas prévu de l'utiliser. Voilà, une petite erreur ici, je vais juste rectifier ça, parce qu'en fait le contrôle, là, je l'utilise pas dans ce cas présent. C'était, je crois que je regardais la documentation, j'ai dû... Voilà, est-ce que... Non, ici j'ai juste passé forme, ici j'ai supprimé le contrôle, je vais juste aller dans forme type, parce que du coup je vais avoir une erreur ici. Au pire on peut le laisser, parce que dans certains cas de figure on peut l'utiliser, on va juste mettre que c'est optionnel. Ici comme ça on le garde, c'est fait, c'est fait. Ok, là je peux faire comme ça. Ok, et par exemple ici je peux faire, tu vois, par exemple typiquement ici je peux faire, dès l'entrée dans le formulaire, ici je fais un setIsLoading, true, comme ça... Dès lors que j'arrive ici sur le bouton, je passe à true, ici, et quand le formulaire a arrêté de transmettre l'information, dans ce cas-là, je set à false. Ok, donc ça on le verra par la suite, mais en gros l'idée, c'est dès que tu as mis des informations qui correspondent et que tu n'as pas d'erreur, là tu as un chargement, des éléments qui sont plus modifiables, et une fois que tu as ton retour d'API, que tout fonctionne bien, donc ici dans le cas présent, une fois qu'on aura inscrit l'utilisateur dans Firebase, quand on aura le retour de la réponse et que tout sera positif, on arrêtera le chargement et on le redirigera quelque part, on lui affichera une notification ici pour lui dire que le message, son inscription a bien été faite, etc., etc. Donc tu vois qu'à ce niveau-là, finalement, c'est ultra simpliste. Finalement, Register View, en fait, il se contente juste de transmettre cette propriété forme ici. Le formulaire, il récupère ces informations de forme ici, il les récupère pour traiter son formulaire, d'accord? Donc il dispatche des informations à la fois dans les champs du formulaire, mais à la fois dans le bouton, et puis même dans le formulaire pour submit l'information, pour du coup communiquer avec le parent qu'il y a ici. Donc tu vois que finalement c'est assez vite, assez simple à mettre en place. Donc ce genre de choses, tu vois, par exemple, on peut le dupliquer ici pour login. Donc ici, si tu prends, typiquement tu prends par exemple le container de login. D'accord ? Le container de login, il a besoin de ça pour fonctionner, même si on a dit qu'on allait le refactoriser plus tard. Donc il a besoin, lui, de toutes ces informations. Finalement, ça, c'est des informations qui sont plus ou moins les mêmes. D'accord ? C'est-à-dire que tout va s'appeler finalement de la même façon. Donc ici, on va importer useState. Ici, on va importer React useForm. Ici, on a juste un problème avec lui. On va juste importer le type submitHandler. Par contre, concernant registerFormField, il va falloir le faire en fonction de lui. Donc ici, on va simplement se rendre dans Form. Form, d'ailleurs, on peut le mettre à ce niveau-là. On a registerFormField type. Ici, on va juste lui mettre login form. Comme ça, il aura sa propre interface à lui seul. D'accord ? Login form file type, qui lui, en fait, va comprendre exactement les mêmes informations sans ça. C'est tout. Donc ça, on le prend. Donc je vais remplacer ça comme ça. Voilà. Ok ? Donc à partir de là, on l'a remplacé. Ici, on va lui transmettre à LoginView, on va lui transmettre les mêmes informations qu'on l'a fait dans Container, c'est-à-dire ce tableau-là. D'accord ? Forme ici. Lui, LoginView, il n'accepte pas qu'on lui transmette ce formulaire comme ça, ce qui est normal. Donc on va se mettre ici. Puisque registerForm à la base, il est interprété comme ça. Lui, il va l'être de la même façon. Donc ici, on récupère form type. Comme c'est une interface externe, on peut l'importer facilement. Ici, on fait notre petite modification. Donc on définit que form, ici, il vient de notre interface props. D'accord ? Et tu vois qu'on n'a pas besoin de changer grand-chose en réalité. Hein. Ici, login form, lui, on lui passe form. Et du coup, maintenant, c'est lui qui va hurler pour dire « mais je m'attends pas à recevoir ça ». C'est normal. On va rentrer dans le login form. Donc qui est le même, hop, je vais reprendre ça. Et donc comme le container, il a besoin de récupérer son interface. D'accord ? Qu'on va importer. Alors ici, on va récupérer form, qui va venir de l'interface props. On a dit qu'on faisait un destructuring pour pouvoir travailler plus sympathiquement, donc on va le mettre ici. D'accord ? À l'intérieur, on a un formulaire qui a les mêmes propriétés, hein, finalement. Voilà, pour le coup, c'est quasiment le même formulaire, donc on n'a pas trop besoin de s'embêter, mais à la base, c'est pas très embêtant de faire ça, puisque de toute façon, les noms sont plutôt génériques, donc on peut tout réutiliser.
On va juste importer comme ça input. Voilà, pour qu'il puisse travailler. Ici, on va importer button. Ok, on va reformater. Ici, on n'a pas besoin de ce champ de formulaire. Par contre, on a besoin des autres. Ça, c'est pas un problème. On a besoin de l'email, on a besoin du password à ce niveau-là. Ici, typiquement, sur l'espace de connexion, on va plutôt utiliser un bouton qui va s'appeler connexion. Sinon, les placeholders sont les mêmes. Donc à ce niveau-là, connexion. Et là, tu vois que si tu as besoin de travailler sur la vue de ton formulaire de connexion, c'est pas ici qu'on travaille. D'accord, je vais me mettre ici à ce niveau-là. Tu vois qu'on a, voilà, c'est allé super vite. Tu vois, si tu as besoin de travailler sur ce genre de wording et tout, c'est pas la même chose, d'accord? Ici, nous, on traite juste les champs de formulaire avec le bouton, le formulaire en lui-même, d'accord? Donc si tu as besoin de travailler sur le formulaire, c'est ici que ça se passe, sinon, c'est dans la vue. D'accord? C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus classe. Donc ici, tu vois qu'on est allé super vite. Maintenant, on va le tester, ce machin. Alors, je vais peut-être rentrer dans login container. Non, c'est bon, on log. Bah donc c'est bon, on peut se mettre ici, donc on va juste faire comme ça. Ici, on va mettre un email. Ici, je vais mettre un mot de passe. Et je vais envoyer. On voit bien que form data a été envoyé depuis login container. Il a envoyé email avec le password. Je suis en chargement, tout va bien. RS. J'ai le traitement des erreurs, si je fais rien, il va me dire qu'il y a des problèmes. D'accord? Dynamiquement, il va me dire que c'est bon quand je vais les remplir. Ok? Donc tu vois que c'est ultra rapide à mettre en place, finalement c'est du copier-coller. Donc il nous reste exactement la même chose à faire pour notre formulaire de Forget Password. Donc ici on va peut-être faire un petit peu du ménage sur les documents qu'on a ouverts. On va garder ça par exemple typiquement. Voilà. On va se mettre au niveau de Forget Password. On va aller chercher le container. Donc pareil, on va lui rentrer les informations. Là on fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Alors, on importe useState, useForm, submitHandler. Ici, on a la possibilité de créer une interface uniquement pour le Forget Password. Ici, la différence, c'est qu'on n'a pas besoin du password, puisque c'est le but de l'opération, c'est de récupérer le password. Donc on va récupérer cette interface-là, on va l'assigner à ce niveau-là. On va juste ici l'importer. De cette manière. Pareil ici, hop, plutôt comme ça. On n'a pas besoin d'une vide ici. Ici, on va avoir des propriétés à passer. Donc c'est cet objet-là. L'objet formulaire, c'est un objet qu'on va passer tout le temps. Et du coup, cette vue, ici, voilà. Cette vue ici va avoir besoin de cette information. L'information des propriétés qui sont définies. Donc on apporte comme ça l'interface de props qu'on définit à ce niveau-là. Toujours pareil ici au niveau du formulaire, on a besoin de lui transmettre la propriété du formulaire. Et puis ensuite on continue, donc forget password form. Donc cette fois-ci ici, c'est le formulaire. Donc pareil, il a besoin de son interface pour fonctionner, pour savoir qu'est-ce qu'on lui transmet, qu'est-ce que c'est l'objet form, justement, puisqu'on va le déstructurer. Donc il faut qu'il sache de quoi on parle, il faut qu'il ait l'information. Donc on le passe en fait à l'enfant, ici. Je vais peut-être un peu vite, c'est plutôt ça qu'il faut importer. Bon là je fais du copier-coller, c'est pour qu'on gagne du temps, parce que t'as compris, hein. Ici ça sert à rien, ça lui permet de voir qu'en fait c'est super pratique à mettre en place, quoi. À ce niveau-là, on a donc notre objet form. Ici, on a la possibilité d'avoir un champ de formulaire, qui finalement va être plus ou moins encore une fois équivalent, parce que finalement ici, nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est afficher un champ de mot de passe, d'email. Du coup, on va supprimer le champ de mot de passe, et on va importer notre élément button. Juste regarder ce qui a été défini dans la maquette. Mot de passe perdu, c'est envoyé. Ok, pourquoi pas.
D'accord, donc on change pas les ID, etc. parce qu'à chaque fois je garde les choses, mais attention à bien garder les bons, hein, du coup, parce que moi j'ai effacé mot de passe, mais j'ai gardé l'email, puisque c'est l'email qu'on va avoir besoin sur lequel on va avoir besoin de travailler. Login, on peut les supprimer, ici. Donc on a bien forget password. Si je me rends ici sur ma page, parce que j'ai pas nécessairement de lien au niveau de la connexion, on l'a pas encore fait là, mais si je vais dans mot de passe perdu, j'arrive bien ici, j'ai bien mon formulaire qui a été mis, donc finalement on a l'impression quand on dit un formulaire c'est un truc de ouf, mais en fait c'est juste un champ et un bouton. Et à partir d'ici, tu vois que je peux générer des erreurs, et si je fais un traitement, à ce niveau-là, quand j'envoie bien, form data, email, j'ai bien reçu le traitement. Et ça c'est forget password container qu'il a reçu. J'ai bien un loading, d'accord, et ça. Ah, tiens, alors par pur hasard, j'ai cliqué ici, et là je me rends compte qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait, qu'on devait faire quand on a fait le design system, et c'est vrai que j'ai oublié entre temps, et ça c'est très important, et on va le faire tout de suite. C'est qu'en fait notre bouton il est en loading, mais il n'est pas disabled, et ça c'est un gros problème. On va reprendre un petit peu le corps, ici, disabled. Ici on a défini que le bouton était disabled si on lui donnait la définition de disabled. Or, nous, si on lui donne la définition de disabled, alors il doit être disabled. Mais si on lui donne la définition de isLoading, alors il doit être disabled également. Du coup, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va venir à ce niveau-là, et on va dire si disabled ou, ça c'est hyper important, donc on fait un pipe, ou isLoading, pardon, double pipe, ou isLoading, d'accord? Donc si tu es en disabled, si on te dit qu'il est désactivé, ou s'il y a un chargement, dans ce cas-là, tu dois être en disabled. Sinon, tu n'es pas en disabled. Ok? Ça, c'est hyper important parce que du coup, on n'a pas bloqué la fonction du bouton au chargement. Donc, tu as vu que là, j'ai renvoyé 3 fois. Donc là, je sollicite 4-5 fois l'API. C'est pas normal, d'accord? Il faut pas. Bon, il n'y a pas d'API derrière, on se calme, mais tu as compris. Ici, par exemple, si j'appuie maintenant, c'est plus possible de déclencher le formulaire, d'accord? Donc, je le déclenche une première fois. Il se met en état de disabled ou de loading, et là je peux plus rien faire, d'accord, c'est fini, je peux plus solliciter l'API. Voilà, ça c'était important à traiter. Mais c'est pas grave, nous ce qu'on voulait, c'était surtout avoir la possibilité comme ça de piloter entre le mot de passe perdu, la connexion, l'inscription, de manière ultra simple. À partir de maintenant où on a ça, bon, on a quelques petites informations à transmettre, alors pas sur cette page, c'est la seule qui n'en a pas, mais ici on va pouvoir mettre un petit lien de mot de passe perdu là au prochain épisode. On aura la possibilité de mettre aussi cette petite information là avec les conditions, les politiques pour aller greffer sur ces pages qui n'existent pas forcément nécessairement pour l'instant. Mais on a vu que c'était quelque chose qui était vraiment ultra simpliste à utiliser. Donc maintenant, à partir d'ici, on va pouvoir travailler uniquement sur les logiques. On va pouvoir travailler sur les containers, et à partir d'ici, à partir de là, maintenant, on va avoir la possibilité de communiquer avec Firebase, on va pouvoir créer nos propres fonctions. Donc là, pour ça, on va commencer à travailler, tu vois, sur la partie API de notre architecture, et on va pouvoir commencer à créer des applications, à créer des fonctions, pardon, qui vont avoir qui vont faire quelque chose de particulier. On va commencer avec l'inscription d'un utilisateur pour l'authentifier. Ensuite, on va enregistrer des informations, on va lui créer un document, on va enregistrer des informations dans sa base de données. Et là, vraiment, on va commencer à rentrer un petit peu dans la logique de l'application. Et ça va être encore... en tout cas, moi, c'est vraiment la partie que je préfère. Donc, j'espère que tu vas être ravi de travailler sur ça avec moi. Ok, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour traiter tout ça. Salut, ciao. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao.